Bonjour à tous et à toutes, vendredi 26 octobre. Alors, pour faire suite au premier audio qui s'intitulait 2018, Préparez-vous le pire est à venir, quelque chose comme ça, dont j'avais promis de rentrer dans certains détails, d'expliquer certains points. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Avant toute chose, un peu des pensées générales hein, qui amènent à plus de précision par la suite. Vous savez, quand on observe le monde, quand on écoute un peu toutes les opinions, moi, ce que je me rends compte depuis longtemps, c'est qu'en fait, il y a peu de penseurs et d'analystes libres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, pour ne pas dire la plupart, qui euh, travaillent ou pensent ou se prononcent sous une influence. C'est-à-dire, ceux qui vendent de l'or vont vous dire ça va mal, c'est la guerre, ça va finir en tragédie. Ceux qui vendent des obligations, ils disent autre chose. Ceux qui vendent des actions bancaires vont parler comme ci ou comme ça. Ceux qui font du trading vont encore dire autre chose. C'est-à-dire que, comme on dit en français, chacun prêche pour sa chapelle. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne me satisfait pas. C'est-à-dire, bien sûr, je suis un être humain, j'ai des opinions, j'ai des croyances, mais j'essaye le plus que je peux de toujours rester objectif euh, et de ne pas être dans une pensée systématique. Voilà. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que parfois les convictions à long terme sont en contradiction avec les convictions à court terme. Et donc, il faut essayer de bien expliquer vers où on va, mais les plusieurs points de passage possibles pour arriver vers où on va. Et donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, vous avez... moi, il y a une parole en anglais que j'aime bien qui disent la chose suivante, si on traduit à peu près, c'est que en général, les choses rentreront à leur place quand la poussière ou la fumée va retomber. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on agite beaucoup de fumée. Regardez un petit peu l'actualité. Nous entendons tous des absurdités énormissimes, mais qui sont devenues tellement banales et répétitives que on croit que c'est normal. Par exemple, un exemple qui me vient comme ça à l'esprit, ça fait, je crois, 2 ans qu'au Yémen, il y a une véritable tragédie, des civils affamés, des bombes, et nous-mêmes qui vendons des armes à l'Arabie Saoudite, enfin bref. Et de l'autre côté, on a un journaliste, bon, un peu bobo, hein, je veux dire, voilà, un monsieur qui n'est pas dans le besoin, ou qui n'est pas dans la misère, qui se fait charcuter apparemment au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. C'est toute une affaire. On va plus au colloque annuel en Arabie Saoudite. On veut annuler des contrats d'armement, Merkel. Enfin, c'est vraiment, vous savez, quand on est un peu lucide et qu'on voit tout ça, on se dit, mais à quel point on se moque de nous. Ça nous renvoie à nous-mêmes. Ça nous renvoie à l'idée que nous sommes vraiment, en fait, des espèces de moutons, de grégaires, manipulables, et qu'en fait, on peut nous dire n'importe quoi, on accepte. C'est un petit peu comme Macron. On n'arrête pas de répéter, c'est un guignol, c'est un président fantoche, c'est un agent de Rothschild. Il n'a pas d'idée, il n'est ni de gauche ni de droite. Il prend aux pauvres pour les riches. Enfin, tout ce qu'on peut entendre. En attendant, il est là, il fait son mandat et puis il fait son cinéma, quoi, avec tout ce qu'on voit là, dans les photos, les reportages sur lui. Tout le monde a bien compris que son épouse Brigitte est un paravent pour cacher sa vraie personne. Enfin, bref. Donc, ce que je veux dire par là, et c'est pas du complotisme ou du populisme, comme on dit. Ce que je veux dire par là, c'est que clairement, en fait, nous sommes dans une époque où il faut se retrousser les manches, se secouer les neurones pour développer une pensée personnelle et des observations personnelles.
Et ça demande beaucoup d'efforts parce qu'il faut mettre de côté. C'est pas facile. Je veux dire, on peut pas comprendre clairement les choses si on est, par exemple, euh, comme on aime bien les istes hein, de nos jours, un iste, c'est-à-dire nationaliste, gauchiste, islamiste, etc. Il faut absolument mettre la balle au centre et bien comprendre un concept que j'arrête pas de répéter à, aux musulmans qui m'entourent et qui je m'adresse dans d'autres audios. Il faut pas oublier que les gens, tous les gens qui sont sur le terrain de football, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient en djellaba, qu'ils soient en costume cravate, tout ce que vous voulez, ils jouent le même jeu avec les mêmes règles. Ils ont un costume différent, ils ont une peau différente, mais la matrice dans laquelle ils opèrent est liée. Ils sont liés les uns aux autres et ils sont dans le même jeu. Donc il faut arrêter de se laisser prendre en pensant qu'il y en a certains qui sont mieux que d'autres. Tout le monde est autour d'une table, on joue au poker. Un jour, on a Obama qui fait des accords avec l'Iran. Le lendemain, on a Trump qui les défait. Un jour, on nous dit l'Arabie, c'est inacceptable, c'est eux qui ont mis les pirates de l'air du 11 septembre, machin. Puis on va faire la guerre en Irak et en Afghanistan et pas en Arabie. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vraiment arrêter les partis pris et avoir une vision lucide de la situation. Alors, cette vision lucide, si on regarde l'économie, puisque c'est ça qui nous occupe ici, eh bien, on commence, comme on dit en anglais, charts don't lie, donc les graphiques ne mentent pas. On commence, moi je suggère ceci, on commence par tirer quelques graphiques. D'ailleurs, je pense, parce que tout le monde n'est pas connaisseur, je pense mettre dans les descriptifs ici en dessous quelques liens vers des sites avec des graphiques, etc. Ça pourrait peut-être faciliter ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc, on commence par analyser les graphiques et par exemple, regarder le graphique du Nasdaq, du Dow Jones, du S&P 500, du CAC 40, de l'argent métal, de l'or métal, etc., etc., du pétrole et compagnie. C'est très important de commencer toute sa base de jugement là-dessus. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut agiter de la fumée, on peut créer des mythes, créer des peurs, créer et rassurer aussi. Hein. Et au final, bon, il faut voir concrètement qu'est-ce qui se passe. Alors, selon mon analyse, si on prend le cas des marchés américains, je vous l'ai dit dans l'audio précédent, depuis à peu près le milieu des années 90, de mémoire, mais à vérifier, eh bien, clairement, en fait, on est ça fait quand même 20 ans, hein, c'est beaucoup 20 ans. Ça fait 20 ans, en fait, qu'on est dans une espèce de bulle, dans un cocoon, où même dans le scénario d'un graphique haussier, positif, nous sommes sortis de toutes les limites du raisonnable depuis 20 ans. C'est pas quelque chose de récent. Il faut remonter à loin. Ceci signifie que tôt ou tard, les choses vont devoir se corriger. Parce que, oui, c'est vrai, les bulles peuvent durer longtemps. Elles peuvent être entretenues pour durer longtemps, mais tôt ou tard, les choses reprennent leur place. Et comme je vous l'ai dit l'autre fois, quand les choses reprennent leur place, il y a des sacrifiés. Il y a inévitablement des sacrifiés. Alors la question, c'est comment ne pas se retrouver du côté des sacrifiés. Parce que vous le savez comme moi, quand certaines personnes sont sacrifiées, eh bien, on leur dit, tant pis, dommage, pas de chance. Vous voyez? Et là, vous avez beau crier, faire des procès, vous mobiliser, faire des pétitions, des marches, etc. En général, le système s'impose sur vous. Le jour où on dira aux gens,
vous devez travailler jusqu'à 77 ans parce que il y a plus assez de collègues de retraite ou je ne sais quoi. Voilà, il faudra obtempérer. Le jour où on dira vous n'êtes plus nécessaire, un robot fait ça mieux que vous, il faudra obtempérer. Vers où on va, personne ne le sait vraiment parce que on est on est dans une espèce de choc intersidéral entre des paramètres qui vont pas ensemble. Par exemple, le fait qu'on vit de plus en plus vieux, et on nous promet encore plus, si on écoute certains apôtres du transhumanisme, on va vivre 150 ans, et puis 300, et puis 400, et ainsi de suite. Et d'un autre côté, on nous dit, on n'est plus nécessaire, les robots vont tout faire mieux que nous. Et attention, ils risquent même de vouloir nous attaquer, parce qu'on sera perçu comme une créature défaillante, perfectible, émotionnelle, et donc source de danger. Enfin, il faut lire ou entendre des conférences d'anticipation sur ce sujet, c'est un peu ça qui se dit. Et donc on dit, attendez, il y a quelque chose que je comprends pas. Vous me dites, on va vivre de plus en plus vieux, mais je serai de moins en moins nécessaire à la société, les robots vont tout faire mieux que moi. En plus, on me dit qu'on va bientôt mettre sur le marché des robots sexuels, etc., qui vont être complètement paramétrables au niveau vitesse, vibration, chaleur, truc, trac. Mais vous voulez me faire vivre 300 ans, pourquoi faire? Je ne suis plus nécessaire. Je n'arriverai sans doute plus à me marier puisque tout le monde pourra se soulager avec une machine. On n'aura plus besoin de moi dans le monde du travail. Et je vais vivre de quoi? D'un revenu universel de 800 euros par mois? Je fais quoi avec ça? Ça, c'est la trame de fond. Ça, c'est la perspective de fond. Tout ça avec une population mondiale qui va croissante. Donc de plus en plus d'humains à nourrir, à loger, et à faire vieillir et à faire vivre longtemps, imaginez-vous, au milieu de robots plus productifs. Bref. Donc, quand il y aura des conséquences graves de tout ça, on vous mettra devant le fait accompli. On va pas commencer aujourd'hui avec 20-30 ans d'avance à vous agiter. Et c'est comme ça dans plein de dossiers que vous pouvez voir autour de vous. On vous met devant le fait accompli. Ah, les voitures Euro 4 ou Euro 3 ne rentrent plus dans Paris ou dans Londres. Si vous voulez rentrer, il faut payer une taxe, des amendes, etc. Fait accompli. T'as acheté ta voiture il y a un an, tu savais pas, ben tant pis pour toi. Fallait te renseigner. Ah, mettez tous des panneaux solaires, c'est la révolution énergétique, machin. On vous donne des subsides pendant 15 ans, garantie, chose. Puis, ah, ouais, on vous a octroyé trop, on va revoir ça. Les électeurs se plaignent que leurs taxes montent. Il va falloir trouver une solution. Ça ne convient plus. Bon. Donc, il faut pas être comme ça, comme beaucoup de gens que je connais, qui sont dans une espèce de confiance aveugle. Ça va aller, on va trouver des solutions, mais non, faut pas voir tout en noir. C'est pas ça. On n'est pas occupé à dire qu'il faut voir tout en noir. Il faut voir les choses dans leur vraie nature, avec des exemples, avec l'histoire, avec des graphiques, avec beaucoup de paramètres. C'est pour ça que je dis qu'un grand économiste n'est pas quelqu'un, contrairement à ce qu'on entend partout, qui a eu un MBA dans une école privée, qui a été faire des stages à Harvard, je ne sais pas quoi, à la City de Londres, ingénieur en algorithme pour créer des produits financiers. Ça, c'est tout du pipeau, ça, c'est de la fumée. Les vrais, les grands financiers qui prennent des décisions et qui prennent sur la base d'analyses profondes, euh, euh, avec des racines, avec des preuves, etc. Ce sont des économistes qui connaissent l'histoire humaine, qui connaissent la géopolitique, qui connaissent la politique, qui connaissent la géologie, beaucoup de sujets, beaucoup de sujets. Si vous ne me croyez pas, si vous ne me croyez pas, je défie quiconque d'aller demain chez son banquier, à n'importe quelle banque, je ne vais pas citer de nom, son conseiller financier, comme on dit, hein. Je défie quiconque d'aller le trouver
et dire la chose suivante, vous le dites de ma part. Voilà, j'ai entendu dire que l'or et l'argent métal vont coûter de plus en plus cher à extraire. Je voudrais investir dans des mines d'or, des mines d'argent, à travers un panier d'actions, parce que je n'ai pas envie de garder des lingots et des pièces chez moi, on peut me voler. Et voilà, j'ai encore confiance dans le système, mais je voudrais voilà, miser là-dessus. Je pense à un secteur d'avenir par rapport aux métaux qu'on a de plus en plus besoin dans la fabrication de tout ce qui est technologique, batteries, voitures électriques, panneaux solaires, éoliennes et compagnie. On a besoin de cobalt, de nickel, de titane, d'or, d'argent, de cuivre, etc. Et je voudrais investir dans ce secteur. Que me proposez-vous? Je vous garantis, ou bien écrivez-moi, comme ça je pourrais envoyer des félicitations, je vous garantis que personne ne saura vous répondre. On va vous dire, ah, c'est une demande un peu particulière, faudrait que je voie avec les analystes. Ah, vous êtes sûr? Non, vous savez, il y a mieux. Nous avons ici un fonds qui investit dans les plus grandes banques ou dans les compagnies pétrolières, etc. Pour vous dire que dans le système dans lequel on vit, on vous fait croire que vous pouvez tout faire, qu'il y a des grands spécialistes qui connaissent tout, qui vont vous conseiller. Mais ce que vous ne comprenez pas, et c'est pour ça que j'essaye d'être présent dans le milieu des réseaux sociaux, etc., c'est que euh, quand on est programmé, quand on est formaté par le système, on ne peut pas penser, comme on dit en anglais, out of the box, en dehors de la boîte. On pense comme dans la boîte, c'est-à-dire on pense suivant des mécaniques liées à ce qu'on a appris. Les gens, dans toutes les écoles de commerce, d'investissement, etc., ils n'ont jamais eu de cours approfondis, détaillés, sur, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, sur, par exemple, tout le milieu des métaux précieux. Les mines, les extractions, à partir de quelle date il y aura des pénuries, comment faire, quelles sont les conséquences, tatati, tatata. Rien. Rien. Parce que c'est un secteur qui est hors système. D'ailleurs, si vous regardez sur Twitter, Facebook et ailleurs, tous les gens, en Amérique principalement évidemment, et en France, qui s'intéressent à ce sujet, ou qui en parlent un peu, ou qui promotionnent tout ça, ce sont toujours des gens qui ont l'air un peu marginaux, anti-système, complotistes. Vous ne voyez, à ma connaissance, personne dans des grandes institutions ou des sociétés connues et reconnues mettre ça en avant. Ni ça d'ailleurs, ni le monde des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est des choses qui sont dérégulées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un compte dans une société à Malte, acheter X, Y crypto-monnaies, les garder sur une clé USB sécurisée et tout ceci est hors système. Vous avez acheté combien? C'est où? Comment peut-vous le saisir? Enfin, c'est compliqué. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont changé. Depuis l'époque où j'en parle dans le monde de l'or et l'argent, vous ne pouvez plus acheter par plus de 3000 euros à la fois en cash. Le reste doit être fait avec des chèques certifiés bancaires ou des virements bancaires, etc. Parce que, vouloir ou pas, ce n'est pas du populisme ou du complotisme de dire ça. Vouloir ou pas, nous sommes dans un système qui se protège. Et ce système est une religion, avec ses dogmes, ses interdits, ses tabous, etc. Je veux dire, ce que je dis là n'est pas extraordinaire. Je veux dire, vous vous en rendez bien compte. Dans les grands médias écrits ou télévisés, il y a des pensées, des sujets qui sont tabous. Comme on dirait dans une religion, des choses qui sont interdites, des interdits. Toute société a des interdits. Même si on dit liberté, démocratie, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que dans une société primitive, on vous élimine physiquement, la mafia ou comme on voit l'Arabie Saoudite avec son journaliste,
Et dans des sociétés évoluées, eh bien, ce qu'on fait, on vous grille médiatiquement. On trouve deux, trois prostituées qui témoignent contre vous. On trouve des dossiers, je ne sais pas quoi. On invente des histoires et puis vous devenez un paria parce que tout le monde commence à parler sur vous. Et c'est fini. On vous met des trucs, des amendes sur le dos, donc vous pouvez plus. Vous avez besoin d'argent, donc vous êtes cuit. Si vous payez pas, on vous saisit vos biens. Bon. Il y a mille et une façons de faire taire toute voix dissidente. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens qui sont, je sais pas moi, identitaires, fascistes, d'extrême droite, islamistes, catholiques, intégristes ou que sais-je, je reprends les mots qu'on entend. J'ai toujours dit, il faut faire très attention à la surenchère inutile, parce que cette surenchère inutile va priver l'humanité de 95% de votre discours qui n'est pas illégal mais qui est très nécessaire. Je vais répéter parce que c'est très important que tout le monde comprenne ça. Quand on fait de la surenchère, ce que j'appelle de la surenchère inutile, vous allez donner un bâton pour vous faire battre et donc priver l'humanité d'un discours à 95% légal mais nécessaire pour l'éveil des gens. Et donc, vous vous retrouvez hors circuit, banni, stigmatisé, montré du droit, parce que vous avez fait de la surenchère. La surenchère, c'est la meilleure façon de discréditer un groupe, une pensée, une idéologie. Voilà pourquoi tous les extrémismes servent merveilleusement la matrice, le système. Qui l'a bien compris, par exemple, c'est Bachar el-Assad, qui, dès le début de la guerre en 2012, a relâché des centaines d'extrémistes afin de pouvoir dire à l'opinion internationale, vous voyez, toute la révolution, ce sont des barbares sanguinaires, venez m'aider, ces gens vont venir faire des attentats chez vous. Et ça a très bien fonctionné. Nous nous retrouvons 7 ans plus tard avec une boucherie humaine, une tragédie, des prisons pleines, des viols, des tortures, des charniers, et une opinion internationale qui a été baladée entre pitié et adhésion pour finir par désintérêt et stigmatisation de toute révolte comme étant de l'extrémisme dangereux, etc. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, maintenant si on prend un monde plus large, qui veulent convaincre les gens par rapport à l'or et l'argent, qui veulent convaincre les gens par rapport aux crypto-monnaies, qui veulent convaincre les gens par rapport à la fin de la bourse folle et des indices hors de contrôle, qu'il ne faut pas être dans la surenchère, parce que la surenchère va créer de la peur, qui va créer un climat d'anxiété, et cette anxiété, comme on sait les émotions, va être déçue, parce que les gens se préparent quand ils ont peur, c'est normal, non? Si moi je vous dis demain, nous sommes envahis, les migrants, attention, France, défends-toi, remplis ta cave de porc et d'alcool et de saucissons, prends-toi des armes, etc., des couteaux, parce que les migrants sont parmi nous, ils vont violer ta fille, etc., etc. Bon, je peux dire ça, hein, ça va être très funky, tout le monde va mettre des j'aime, machin. Et puis quoi? Il va rien se passer pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et les gens vont dire ouais bon, je me suis fait manipuler, je me suis excité pour rien, etc. Et les gens vont replonger à pieds joints dans le système en se disant je me suis radicalisé pour rien. Donc radicaliser les gens, c'est la meilleure façon de les perdre à long terme. Je répète, radicaliser les gens, c'est la meilleure façon de les perdre à long terme. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas être stigmatisés, les gens ne veulent pas être ostracisés, les gens ne veulent pas être poursuivis par les forces de police, les gens ne veulent pas aller visiter leurs proches en prison ou être en prison, les gens ne veulent pas des grosses amendes judiciaires où on menace de les saisir, etc. Avec madame qui fait des crises, ah la maison, truc, machin, je te quitte. Et donc les gens, à un moment donné, ils lâchent tout et ils reviennent au point de départ, pire, ils reviennent à fond dans le système. Donc,
Si on est vraiment convaincu qu'il se passe certaines choses importantes et qu'on veut mobiliser, il faut être très pédagogique, très patient et dire surtout la vérité. Il faut dire la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez, voilà les données, voilà les paramètres. Il se passe ça, 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 ça et ça. Les graphiques disent ça, l'histoire dit ça, la géopolitique semble se diriger vers ça. Historiquement, ceci a produit ça et ça comme conséquence. Voilà les faits. Maintenant, comment ça va se passer? Quand? Avec quelle ampleur, etc. On ne sait pas. C'est un petit peu ce qu'on vous dit que le réchauffement climatique. Je ne suis pas là pour dire c'est vrai, c'est faux. Je ne suis pas un scientifique, donc je n'ai pas les compétences pour me prononcer là-dessus. On va prendre que c'est vrai. Comme ça, voilà. On nous dit, voilà, on a des modèles avec une augmentation d'un degré et demi, 2 degrés et demi. Voilà les conséquences. Et c'est un petit peu ça qu'il faut faire dans le reste, dans l'économie, dans la géopolitique, dire, voilà, il y a plusieurs scénarios possibles. Ici, je répète ce que j'ai dit en 2008. En 2008, si l'Occident aurait accepté qu'elle devait évacuer toute une série de mauvais élèves en les laissant tomber en faillite, quitte à avoir 4-5 ans de grosses difficultés au niveau de la gestion de l'opinion publique, qui aurait vu, je ne sais pas, ses actions s'effondrer, sa maison dévaluée de moitié ou que sais-je, le système aurait pu se sauver. Vous voyez, parfois, comme on dit, il faut savoir perdre pour gagner. Mais ici, on est dans un jeu où personne ne veut perdre. Vous comprenez? Les marchands d'armes ne veulent pas perdre, les pétroliers ne veulent pas perdre, l'Arabie ne veut pas perdre, l'Iran ne veut pas perdre, le gaz et le pétrole de schiste ne veut pas perdre. Tout le monde a investi, tout le monde a des projets, et tout le monde veut s'imposer. Et donc, ceci vous explique pourquoi, depuis 10 ans, le malade, le cancéreux, le sidaïque, a été bourré de médicaments, de patchs, de Baxter, de vaccins, d'anti-inflammatoires, de désinfectants, pour qu'il ne crève pas sur son lit d'hôpital. C'est bien, mais ça n'exclut pas le fait que ce malade va un jour entrer en récidive, je sais pas comment on dit, en récession, je sais plus le mot, il y a un mot quand une maladie revient. C'est pas grave, vous avez vu ce que je voulais dire. Euh, et qu'à ce moment-là, on pourra plus, vous voyez, masquer les choses à coups de parfum, nouveau drap, nouveau Baxter. On sera face, on sera face à la réalité des choses. Alors, la question, c'est que vous le voyez avec une personne âgée qui est malade. On peut faire durer ça longtemps, vous voyez? Respirateur artificiel, médicaments, comment je veux dire, pilules contre la tension, le cholestérol, oméga 3, machin. Mais à un moment donné, on arrive en bout de course. C'est-à-dire que la vie, la nature nous apprend la leçon que tout ce qui monte, un jour descend. Vous voyez? Moi, par exemple, qui suis très amateur, je l'ai souvent dit pour ceux qui me connaissent, je suis très amateur de basket américain, etc. Bien, voilà, il y a un cycle. Un joueur émerge comme un talent entre 18 et 20 ans. Il progresse jusqu'à 27-28. Il plafonne jusqu'à 32-33, sauf exception. Et puis il décline jusqu'à 40 ans. Dans le meilleur des cas, bien sûr, s'il n'y a pas de blessure, etc. Et à 40 ans, le joueur se retire. C'est comme ça. Mais le problème, c'est ça que je veux vous expliquer. Si tel ou tel champion, il a 38 ans, d'accord?
Et alors on vous dit, oui mais non, il est spécial, il n'est pas comme les autres. Le gars, il a 38 ans, mais il joue comme un gars de 30 ans, regarde, etc. Le gars, il est bourré de médocs, de dopants, de produits. On lui a greffé un truc cybernétique, je sais pas quoi. On peut dire, waouh, ah ouais, c'est vrai. Ah ben, bon, ben, apparemment, ce gars-là, il vieillit pas, quoi. Et alors, il va avoir 38 ans, 39 ans, 40 ans, et puis tout d'un coup, à 41 ans, tout s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on est dans le rouge depuis 2, 3 ans. On fait semblant. Mais à un moment donné, la réalité rattrape les choses. Et là, tout reprend sa place. Et à titre d'exemple, je vous ai parlé des bourses qui, depuis 20 ans, sont dans des montées stratosphériques. Enfin, si vous voyez le graphique, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est dans une méga bulle. Eh bien, à contrario, si vous voyez, par exemple, le graphique de l'or, ben, vous verrez qu'il y a 35 ans, on est monté à 800 dollars la once. Puis, on est retombé violemment. Et puis, on s'est retrouvé à 100 ou 200 dollars la once au début des années 2000, 20 ans après, 20 ans après, pour culminer en 2011 à 1800 dollars la once. Je vous rappelle qu'en 1980, il y a 38 ans, on avait touché 800. Et que, en 2011, donc 31 ans plus tard, on avait touché les 1008. Donc ça veut dire plus ou moins le double de ce maximum de 31 ans plus tôt. Le double. Et puis on a dit, c'est une bulle, c'est trop cher, machin, tatara, tatara. Puis maintenant, on est à 1002, 1003. Plus ou moins, pas loin de 800, quoi, on va dire. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pendant qu'on a fait monter tous ces indices de 300, 400, 500, 600, 1000%, on a l'or, l'argent, le pétrole qui stagnent. Alors que, contrairement aux entreprises qui tombent en faillite, qui un jour ont un concurrent qui fait mieux qu'eux, qui sont en gros périssables ou fusionnables, comme vous voulez, on est en face de toute une série de matières premières qui sont de plus en plus rares et qui sont de plus en plus nécessaires. Prenons le pétrole. C'est très sensé ce que je vous dis. Si vous êtes lucide, vous ne pouvez faire que comprendre. Le pétrole. Je ne sais plus les prix par cœur, mais c'est pas important. C'est le concept qui compte. Le pétrole, dans les années, je sais pas, 90 à 2000 par exemple, avait un certain prix. On va dire moitié prix d'aujourd'hui, par exemple. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'entre-temps, vous avez l'Inde, la Chine et le Brésil, des énormes pays, Mexique et autres, des énormes pays, très peuplés, qui se sont développés. Développer veut dire voiture, pétrole, machine à laver, blablabli, blablabla. Et donc, essayez de comprendre le concept. Nous sommes dans un monde où nous sommes de plus en plus nombreux, où nous consommons de plus en plus de matières premières, en tout genre, et ces matières premières sont de plus en plus difficiles et rares. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben le prix des matières premières n'augmente pas, stagne. Par contre, les banques, les sociétés technologiques qui ont inventé un nouveau logiciel, elles font du x20 en 2, 3 ans. C'est normal. C'est normal. Écoutez bien. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous croyez qui est le plus nécessaire à la survie de l'humanité au stade de développement actuel?
Le pétrole et ses dérivés, ou Facebook, Twitter et Snapchat, tous les trois cotés en bourse, qui valent, allez voir, hein, des milliards de milliards. C'est ça qu'il faut se dire à un moment donné. Qu'est-ce qui est nécessaire à l'humanité? Pas qu'est-ce qui distrait l'humanité. Demain, Apple n'existe plus. Apple, c'est fini. Il n'y a plus d'iPhone, il n'y a plus d'iMac, il n'y a plus de je sais pas quoi. Qu'est-ce qui va changer dans votre quotidien? Absolument rien. Vous trouverez de Samsung, vous trouverez des Hewlett-Packard, vous trouverez des LG, Nokia, Motorola, etc. Rien. Vous aurez des télévisions, vous aurez des téléphones, vous aurez tout. Et maintenant, Apple est montré comme une espèce de... Apple est plus riche que certains pays. Pourquoi? Pour une pomme croquée, un design. Je vous dis ça pour que vous compreniez l'absurdité des choses. Nous sommes dans un monde absurde. Il faut vraiment comprendre que nous sommes dans un monde absurde. Alors quand on le dit, on croit que c'est moi l'absurde, que c'est moi le fou. Moi, je vous invite simplement à réfléchir. Je vous invite à la lucidité, à ouvrir les yeux et à dire 1 + 1 = 2. Non, Facebook n'est pas nécessaire à la survie de l'humanité. Avant Facebook, j'ai connu l'Internet avant Facebook. Nous étions sur des forums de discussion, nous étions sur Paltalk, nous étions sur toute une série d'autres choses que Facebook. Vous comprenez? Avant Google, il y avait Yahoo, il y avait AOL Research, Netscape, il y avait plein de choses. Mais on est dans un monde aujourd'hui où on a l'impression que pour acheter un livre ou une clé MP3, c'est le grand seigneur Amazon.fr.com. Sinon, on peut plus acheter de livres. Vous comprenez? C'est fou, mais on arrivait à mettre ça dans l'esprit des gens. On arrivait à mettre ça dans l'esprit des gens. Donc, je vais pas me faire trop long. Vous savez que quand je commence, je ne m'arrête plus. Mais donc, ce que j'essaie d'initier, si on devait retenir, synthétiser les choses. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est de ne pas avoir de parti pris. Ne pas avoir de parti pris. Tout intellectuel digne de ce nom ne doit pas avoir de parti pris. Ça ne veut pas dire ne pas avoir des convictions. Attention. Ça veut dire pas de parti pris. Par exemple, dire, c'est pas parce qu'un tel est blanc comme moi, est français comme moi de souche, que c'est nécessairement quelqu'un avec qui je vais m'entendre, quelqu'un que je vais aimer. Non. Peut-être que, tout raciste que je suis, il se peut que je tombe sur un Sénégalais, sympa, souriant, aidant, et que nous rions des mêmes choses, et que finalement je suis beaucoup mieux avec lui, tout noir qu'il est. Donc, on peut avoir des convictions, dire voilà, j'aime pas ça, j'aime plutôt ceci, mais j'essaye de rester en éveil, parce qu'il se peut que la vie m'apprenne que c'est pas aussi simple. Et si on transfère ça sur l'économie, dire, c'est vrai que tout le monde trouve que c'est farfelu les histoires de crypto-monnaies, d'or, d'argent. On ne me parle que de pétrole, de banque, d'informatique, de Facebook, d'Amazon, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça, derrière toutes ces choses dont on me parle? Un petit peu creuser, faire des recherches. Et moi, c'est ça que j'essaye de vous inviter. Bien sûr, je vais assister à travers mes audios. J'essaie de vous inviter à être des êtres humains le moins manipulables possible et le plus en éveil possible quant à ce qu'ils doivent décider dans leur vie pour faire les meilleurs choix. Et ça demande des efforts. Et ça demande surtout une tournure d'esprit. Si vous voulez dire, j'ai pas envie de me casser la tête, c'est relou, c'est compliqué, ouais, bof, moi je sais pas, le monde de l'argent. C'est facile de dire ça. J'en connais plein qui disent ça. Mais ce sont des gens qui viennent pleurnicher quand ils savent pas payer leur facture d'électricité,
ou quand leur loyer est trop élevé, ou quand ils disent ah la banque, j'aurais jamais cru Monsieur de Breda qui me ferait ça, ils m'ont fait ci, j'ai voulu retirer 2000 euros, j'ai dû attendre 3 semaines. Ah, mais pourquoi vous avez jamais cru? Vous croyez quoi? Donc ça sert à rien de dire je m'intéresse pas à l'argent, mais quand j'ai des problèmes d'argent, je pleurniche. Non, intéresse-toi. C'est très important l'argent. C'est ce qui nous permet d'acheter à manger, de nous loger, de payer nos factures, d'instruire nos enfants, d'habiller nos enfants. C'est très important l'argent. Préoccupe-toi beaucoup de l'argent. Pas par amour de l'argent. Pas par amour de l'argent. Mais pour ne pas servir de cochon de payant, comme on dit, à des gens qui, eux, y pensent jour et nuit et te voient comme un mouton à tondre. Parce que ignorant, insouciant. Donc préoccupe-toi beaucoup de l'argent. Beaucoup. Pas par amour, mais par désir de ne pas être manipulable. C'est ça que je veux expliquer. Je suis occupé, je vais conclure, hein. Je suis occupé à mettre un blog en place. Vous vous rappelez tous de mon ancien blog, la boussole 2012.wordpress.com. Il n'est plus actif, je n'ai plus les codes, je ne sais plus le reprendre en main. Donc j'ai ouvert un nouveau blog qui reprendra la même façon de fonctionner, où seront mis les vidéos, etc. Exclusivement économique, puisque vous le savez, je sépare mes activités spirituelles et religieuses de l'économie. Je sais que certaines personnes sont pas intéressées par l'un ou l'autre sujet, hein, c'est vice versa. Il y a des gens qui ils ne veulent entendre parler que de religion et pas d'économie et inversement. Et donc la nouvelle adresse, je vais l'inscrire en description aussi, c'est M de Breda en un mot, pas de point, hein, M de Breda en minuscule, .wordpress.com. Le blog est encore embryonnaire, je mets tout ça en place, je suis dans beaucoup de projets que je mène de front, et toujours évidemment très seul. Donc bon, pardonnez-moi si c'est pas encore bien fluide, bien rempli, bien décoré, mais en tout cas voilà, pour les premiers, pour ceux qui anticipent, gardez ce blog bien en tête parce que on sait jamais, on peut se retrouver censuré de l'une ou l'autre plateforme et donc avoir une adresse où se rabattre si je dois être amené à devoir diffuser mes vidéos sur un autre canal que YouTube ou si je publie des articles écrits, ils seront repris là. Donc je vous invite à vous mettre dans vos favoris. M de Breda, mdebreda.wordpress.com. Voilà, suite au prochain épisode. J'essaie de ne pas être trop long, mais de petit à petit vous expliquer ma démarche et pour en venir plus tard aux choses à faire et à comment se préserver soi et nos familles. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.